1941 est une étape charnière à Hollywood, avec la sortie du film, charnière, clin d'œil à Pierre Tchernia, avec la sortie du film Citizen Kane, qui est sorti le 8 mai 1941. Le 8 mai, il annonce donc l'armistice de 1945, en plus d'annoncer Pearl Harbor. Pearl Harbor, c'est 7 décembre. 7 décembre, c'est un hommage à Vlad II, le père de Vlad III, Dracula. Et le 8 mai sera probablement la fin de la guerre, de la Troisième Guerre mondiale, en 2038. Et on reconnaît cette prédiction ou cette annonce de la fin de la guerre, de la Troisième Guerre mondiale, avec le slogan Mai 68. J'expliquerai plus tard en quoi Mai 68 annonce la fin de la Troisième Guerre mondiale en mai 2038, le 8 mai 2038. Gardons à l'esprit Dracula. Donc le film Citizen Kane, il fait allusion au couple Gana-Vasca, qui est, bien sûr, de façon non officielle, qui est une princesse Romanov, descendante de Dracula, et Harold McCormick. Harold McCormick, qui lui est un prince Tudor. Donc ici, nous avons l'alliance Romano-Tudor, qui incarne les maîtres du monde, que j'appelle la main invisible, et dont certaines vocations, elles sont évoquées dans Dr. No de James Bond en 63, et avec l'organisation Le Spectre. Et parmi ces vocations, il y a notamment le terrorisme, comme il le dit lui-même. Et cette main invisible, elle rentre dans la clandestinité au début du XXe siècle. Avec, pour ce qui est des Tudors, la mise en scène du Titanic, avant, c'est-à-dire les rats qui quittent le navire. Donc c'est un petit peu la parabole du Titanic en 2013, en avril 2013. Cette date, elle servira plus tard notamment pour l'incendie de Notre-Dame en 2019. Et aussi un attentat à Boston en 2013. Et donc, pour ce qui est des Tudors, ils rentrent dans la clandestinité avec le naufrage du Titanic. Pour certains, se rendront à New York. Donc, dès cette époque, le 11 septembre est déjà mis en place. Et d'autres iront à Los Angeles. Et ils formeront les rangs d'Hollywood, qui existe déjà depuis au moins 1911. Ici, nous avons le 911. Et pour ce qui est des Romanov, ils vont entrer dans la clandestinité avec la mise en scène du massacre de la famille Romanov en 1917, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1917. Et cette main invisible, ce pouvoir supranational, qui est représenté notamment dans le spectre, donc on nous dit tout à Hollywood, simplement il faut savoir lire entre les lignes, eh bien, ils vont mettre en place 3 guerres mondiales. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu les accords Balfour et le foyer national juif. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la création d'Israël. Et à la fin de la Troisième Guerre mondiale, en 2038, il y aura, bien sûr c'est un projet, il y aura l'avènement du Troisième Temple. Et on va éventuellement essayer de deviner la date. Mais avant cela,
revenons à la dynastie romano-tudor descendant de Dracula. L'un des symboles, des emblèmes de cette dynastie, c'est le roi George V, qui est le petit-fils de la reine Victoria, qui avait pour serviteur un Indien du nom de Karim. Donc il faut garder ce nom en tête, puisqu'il va nous servir dans nos prochains décryptages. Ou en tout cas, nous avons ici en main un grand nombre d'éléments qui permettent de décrypter les messages subliminaux hollywoodiens. Et en l'occurrence, pour ce qui est de la Troisième Guerre mondiale, Jacques Attali le dit lui-même, elle est prévue pour Halloween le 31 octobre 2035. Elle devrait donc durer 3 ans, c'est-à-dire 90 ans après après l'armistice de 1945, et elle devrait se perdurer pendant 3 ans, jusqu'en, bien sûr, avec des dégâts énormes et un nombre de victimes exponentielles. En 2038, le 8 mai, et probablement une semaine plus tard, le 16 mai 2038, eh bien, on devrait assister à l'avènement du troisième temple. Et qu'est-ce que le 16 mai? Eh bien, le 16 mai, c'est le jour qui fête Karim, qui en l'occurrence est le serviteur de la reine Victoria. La reine Victoria qui est notamment associée à Ibn Taymiyyah, j'en parlerai plus tard, je consacrerai une démonstration, une analyse sur Ibn Taymiyyah Hollywood. Ici, nous ne faisons que mettre en avant une présentation générale. On en a déjà fait 2 parties. Voici aujourd'hui la 3e partie. Et cette fameuse Yana Vasca, elle avait pour oncle le marquis de Cuivas, donc qui est un Romanov, descendant de Dracula, et qui est né le 26 mai 1885. Donc il faut garder en tête ici le 26 mai. Et ce fameux marquis de Cuivas, en 1958, donc c'est symbolique, c'est assez symbolique puisque 58, c'est l'avènement de la Ve République, qui porte en elle les graines de son autodestruction, avec notamment l'article 49.3. On reviendra plus tard. Il est possible que dans cet article, il y a la date d'un événement futur, peut-être très proche, qui sera la destruction de la Tour Eiffel. Et donc, ce marquis de Cuivas, il est possible que ce soit une mise en scène. Hein. Il a été l'auteur de peut-être l'un des derniers duels, donc c'est assez emblématique. Donc ce duel, on en trouve l'image subliminale dans le film Dueliste de 1977. C'est intéressant, puisque c'est un film de Ridley Scott, et nous allons parler de son film suivant, Alien. Et parmi les témoins du marquis de Cuivas, tenez-vous bien, il y a Jean-Marie Le Pen. Et la photo, elle existe, elle est disponible, elle est de mauvaise qualité. Et Jean-Marie Le Pen, il porte son fameux cache-œil lors de de ce fameux duel qui probablement est une mise en scène. Et donc, Jean-Marie Le Pen, il nous ramène à John Wayne, puisque depuis 1969, et son fameux Griffith, True Grift, pour lequel il a eu un Oscar, donc parmi les commentaires, il a fallu qu'il porte un cache-œil pour obtenir l'Oscar, mais bien sûr rien n'est anodin à Hollywood. Et donc c'est $100 pour un shérif. Eh bien, John Wayne, il incarne
Pardon, le cache-œil incarne depuis cette époque l'image subliminale de John Wayne. Le cache-œil, il représente plusieurs choses. Donc ici, John Wayne, il représente Jean-Marie Le Pen, il représente aussi l'Antéchrist. Mais tous ces éléments sont liés à Hollywood. Et pour ce qui est de Jean-Marie Le Pen, il est né à 26 mai. Donc, marquis de Cuvasse, donc Jean-Marie Le Pen. Un autre élément troublant, c'est que Jean-Marie Le Pen, c'est que John Wayne est né un 26 mai et que JFK, John F. Kennedy, il est né un 29 mai. Cela veut dire qu'avant 63, c'est déstabilisant ce que je préviens âme sensible de s'abstenir. Avant 63, tous les films hollywoodiens dans lesquels joue ou non, dans lequel le rôle principal est interprété par John Wayne, eh bien, ils annoncent l'assassinat de JFK. Il est très facile d'en faire démonstration. Cette caractéristique qui est d'annoncer l'assassinat de JFK, eh bien, ce n'est pas la seule que détient, ce n'est pas la seule dans la panoplie de John Wayne. John Wayne, il incarne d'autres images subliminales. Donc ici, il y a l'assassinat de Kennedy, il y a Jean-Marie Le Pen à travers le marquis de Cuvasse, et aussi, il y a, tenez-vous bien, il y a l'Algérie. En quoi Jean-Marie Le Pen incarne-t-il l'image subliminale de l'Algérie? Bien sûr, il incarne Israël avec la Charge fantastique en 1948 pour la création de l'État d'Israël en mai 48, 14 mai 48. Et notamment dans le film de John Ford, La Charge fantastique, le commandant du fort qui dit à John Wayne, les Indiens se sont mis en mode, j'ai oublié l'expression exacte, se sont mis en mode guerre sainte. Donc bien sûr, il parle de la réaction des révoltes arabes à la suite, qui ont été matées très facilement, bien entendu, à la suite de la déclaration de l'État d'Israël en 1948. Et donc, parmi l'image subliminale de John Wayne, il y a l'Algérie. Et on va en faire la démonstration ici, une démonstration très simple, même si on pourra évoquer d'autres éléments, mais on va essayer d'être synthétique autant que faire se peut. Et parmi cette image subliminale de l'Algérie, il y a le bonbon Batna Crema. Bonbon Batna Crema, qui a été nommé ainsi en référence au début, au déclenchement des hostilités de la guerre de 1964. De mémoire, l'entreprise a été créée le 1er novembre 1954. Il y a eu des événements ce jour-là et la guerre a été déclenchée dans cette période. À l'époque, on appelait ça les événements d'Algérie. Pour des raisons politiques, bien entendu. Et donc, ici, nous avons deux éléments. Nous avons Batna qui pense l'Algérie, nous avons Crema, donc Karim, qui revient à l'alliance romano-tudor par le biais de la reine Victoria. Et si vous feuilletez la page Wikipédia de la ville de Batna en Algérie, eh bien, vous pourrez remarquer avec surprise que l'un des personnages célèbres ayant visité la ville est John Wayne. Mais là ne s'arrête pas la surprise, puisque puisque Batna provient du terme batn qui signifie ventre en arabe. Et en 1945, John Wayne, il interprète un officier américain dans un film de guerre qui se déroule, il me semble, pendant la guerre de Philippines, donc à vérifier là, je devrais vérifier, et qui a pour titre
Batan. Donc, j'ai oublié le début. Hein. C'est le titre américain, c'est Nanani Batan. Donc, ça fait allusion à Batna. Et ça fait allusion forcément à Batna Krema. Donc, John Wayne, il incarne l'image subliminale de JFK, de Jean-Marie Le Pen et de l'Algérie. Et ce qui est intéressant, c'est que toute l'image subliminale autour de Jean-Marie Le Pen, donc Jean-Marie Le Pen est omniprésent à Hollywood de façon subliminale, toute l'image subliminale autour de Jean-Marie Le Pen, eh bien, elle est liée avec notamment la guerre d'Algérie. Ça coule de source, puisqu'il y a participé. Et donc ce film de 1945 s'appelle Back to Bataan, Retour aux Philippines, avec John Wayne. Et Bataan ici fait allusion à l'origine étymologique de Batna, qui est Bataan, et donc par voie de conséquence à l'Algérie, et donc par voie de conséquence à la révolution algérienne. Cela nous indique, grâce à Hollywood, et non pas grâce à des analyses géopolitiques, cela nous indique que l'Algérie, elle a été libérée par la main invisible. C'est-à-dire qu'elle a enlevé un intermédiaire, c'est ce qui lui a amoindri les coûts. Donc on fait de l'ariade politique, nous ne sommes pas dans l'angélisme. Elle a enlevé l'intermédiaire qui est le colonisateur français. Elle a confié les charges de l'entretien des matières premières directement à l'indigène et aux locaux. Et tout ça nous ramène vers deux films de John Wayne. Le premier est Rio Bravo, et le second, donc de 1959, et le second est Alamo, dans lequel l'armée régulière américaine au Texas, elle subit une défaite de la part des Mexicains. Donc les Mexicains, ils incarnent l'image subliminale des Algériens, et donc le film Rio Bravo de 1960, il annonce l'indépendance de l'Algérie. Et dans ce film, il y a le fameux El Deguelo. C'est un air à la trompette qui a été repris par Tarantino dans Kill Bill. Et c'est le El Deguelo donc, que l'on entend dans les deux films. Et dans Alamo, on l'entend à la fin, lorsque l'on constate la défaite. Donc l'image est très éloquente, puisque une femme avec sa fille, donc une blonde avec sa fille, elle marche au milieu des vainqueurs, les Mexicains. Donc c'est très expressif. Et donc, El Deguelo, c'est un air militaire, tambour et trompette. Donc je lis ici la fiche Wikipédia. Lors d'une attaque, il exprime la volonté de ne pas faire de prisonniers et massacrer tous les ennemis. Donc c'est un requiem à la mort, c'est un hymne guerrier. En espagnol, son nom complet est El Toc, El Deguelo, qui peut être traduit en l'appel à l'égorgement, de dégueular, qui signifie égorger. Donc ici, il y est clairement fait allusion aux méthodes des rebelles algériens qui sont devenus célèbres, que l'on appelle le sourire algérien, et qui est une méthode d'égorgement des victimes, des résistants et des rebelles algériens, bien sûr, qui à l'époque portaient le nom de terroristes, selon le vœu capillaire de l'occupant, qui était malgré tout stigmatisé par la communauté internationale. Mais ça, il y a une grande part de mise en scène dans ces éléments. Donc, le terme El Deguelo, il est d'origine musulmane à l'époque où les morts, en 1968, la nuit des morts vivants, ce n'est pas anodin, occupaient la péninsule ibérique, mais il fut plus tard adopté par les armées espagnoles, notamment pendant les guerres d'indépendance en Amérique du Sud. Donc il est connu notamment en 1838-36 lors du siège de Fort Lamo avec le général Santa Anna. Santa Anna est intéressant à plus d'un titre, notamment il est lié avec le chewing-gum Hollywood. Hollywood chewing-gum est lié à Santa Anna.
Donc, lorsque vous entendez Hollywood chewing-gum à Hollywood, ou lorsque quelqu'un mâche un chewing-gum à Hollywood, d'ailleurs même lorsque vous voyez l'écriteau Hollywood à Los Angeles dans un film, eh bien il fait allusion à Sainte-Anne. Et par voie de conséquence, il fait allusion à l'Algérie. Bien sûr, ce sont des informations qui sont extrêmement déstabilisantes, j'en ai conscience. Mais là, la surprise n'est pas à bout, n'est pas à bout de souffle, puisque le chewing-gum Hollywood, donc la main invisible, elle joint l'utile à l'agréable, elle fait la promotion de ses produits et en même temps, elle distille des messages subliminaux. Le chewing-gum Hollywood, eh bien, il est étroitement lié avec le bonbon Batna Crema. Eh bien, tout ça nous amène à l'avènement, la fondation du Front National qui a été fondé. Donc on passe à un certain nombre d'étapes. On passe notamment la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. Il faudrait y consacrer un chapitre à part. Donc le Front National, FN, dans Front, il y a Saint-Front qui fêtait le... Oh, j'ai oublié. J'en ai parlé récemment, tant pis. Donc qui est fondé en 1972. En 1975, il y a deux films qui sortent en France, donc deux films français. Donc, lorsque je parle de Hollywood, j'entends bien entendu par là le cinéma dans sa globalité, dont notamment le cinéma français, qui est tributaire du cinéma hollywoodien. Et d'ailleurs, Hollywood s'inspire régulièrement, souvent des cinémas français. Je l'ai constaté récemment à plus d'une reprise. Et 3 ans plus tard, donc en 1975, sort deux films que sont Les Dupont-la-Joie, qui est l'histoire d'une famille de beaufs, des Français, les beaufs, qui expriment leur racisme contre un Algérien. Donc, entre-temps, entre 72 et 75, il y a eu des événements, on les passe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le titre Dupont-la-Joie, il y a éventuellement la date, j'en parlerai plus tard, ne précipitons pas les événements, il y a éventuellement la date du prochain attentat en France, qui visera éventuellement peut-être la Tour Eiffel, peut-être dans un avenir très proche, peut-être avant les fêtes de Noël. En tout cas, il y a d'énormes signaux qui vont dans ce sens. Donc, dans le titre Dupont-la-Joie, il y a éventuellement la date de ce prochain événement qui est planifié depuis très longtemps, en même temps que tous les autres, notamment en même temps que le 11 septembre, et qui sera la destruction de la Tour Eiffel. Et cette année-là, donc Dupont-la-Joie, est une critique subliminale de la fondation du Front National. Bien sûr, la main invisible, elle joue sur les deux tableaux, et elle a une ambition, et on va expliquer quelle est son ambition. Et cette année-là, sort également Port sur la ville. Donc ici, Le Pen, il est complètement diabolisé à travers ce film, à travers l'image du psychopathe Minos, qui porte un œil de verre et qui est peigné à la Jean-Marie Le Pen. Et donc, la propagande, à la fois, elle diabolise l'extrême droite, mais en même temps, elle le nourrit d'éléments, elle le distille des éléments en faveur de l'extrême droite, qui sert de soupape, tout en mettant en place, 50 ans plus tard, une guerre civile. Et là, nous allons citer quelques jalons de façon rapide qui vont ou qui propulsent, qui rapprochent ou qui amènent à cette guerre civile. Ensuite, en 1980, sort Le Dernier Métro,
avec Jean-Louis Richard. Jean-Louis Richard qui incarne l'image subliminale de Jean-Marie Le Pen. Il porte un cache-œil. C'est un collabo, donc il est méchant, il est mauvais. C'est tout aussi l'image subliminale autour de Philippe Pétain, dont on parlera peut-être plus tard. Et il porte un par-dessus nazi, et complètement désabusé, il vague dans les rues de Paris à moitié détruite, et il porte un cache-œil qui fait clairement allusion à Jean-Marie Le Pen. Alors, le discours ambiant, les analyses géopolitiques, ils vont vous dire qu'à partir de 83, Mitterrand, il va introduire le Front National dans le jeu politique afin de fragiliser la droite. Tout ça, déjà, c'est du pipeau, c'est de l'enfumage. La réalité, elle est tout autre. Et en l'occurrence, ici, Mitterrand, ce n'est qu'un instrument. Et d'ailleurs, en 1983, il sort 2 films. Le premier film, c'est Les envahisseurs sont parmi nous. Et il y a un petit téléfilm français qui sort, mais qui n'est pas anodin, qui s'appelle Pas perdu. Il fait probablement allusion à Kramer contre Kramer, qui sort en 86, avec Dustin Hoffman et Faye de Nawa de mémoire, ou Meryl Streep, pardon. Kramer, c'est Karim. Donc Victoria, alliance Romano-Tudor. Et c'est l'histoire de Ahmed, le roi du ballet. Alors bien sûr, ici, il y a l'image subliminale du prophète musulman, on peut en parler. Il y a un lien avec la sorcière bien-aimée. Le prophète, c'est celui qui est annoncé dans la Bible comme étant le bien-aimé. Et le paraclet. Mais je ne vais pas parler de ces points, on ne va pas mélanger les sujets. Le sujet que nous traitons est suffisamment dense. Et donc tout ça nous ramène au choc des civilisations et au fameux visionnaire, ignorons ce qu'il en est réellement, Jean Raspail. Jean Raspail, il est né un 5 juin. Il est né le 5 juin 1925. 5 juillet 1925. 5 juillet, ça fait allusion à l'Algérie. Et ce fameux Jean Raspail, il écrit un livre qui est publié en 1913, donc 1 an après la fondation du Front National, et 2 ans avant Dupont-la-Joie et Port-sur-la-Ville. Donc il écrit un roman, ce qui montre clairement que Jean Raspail est un agent parmi tant d'autres, c'est un propagandiste, tout comme Jean-Marie Le Pen. Jean Raspail, il va développer l'idée, sans citer le nom, sans évoquer le nom, du grand remplacement. Donc cette thèse complotiste, elle va alimenter l'extrême droite, donc il va servir de soupape au sein des milieux d'extrême droite. Après, au bout d'un moment, la cocotte minute, elle explose, et nous sommes arrivés ici à maturation avant l'explosion de la cocotte minute. Et donc Jean Raspail, il va initier l'idée, on va l'assimiler à un prophète alors qu'il n'est qu'un agent, un propagandiste du grand remplacement. Donc les barbares qui vont envahir la France, et on l'a vu que c'est un thème récurrent à Hollywood. Il a commencé notamment, et pas seulement, avec le réalisateur de Citizen Kane, qui est Orson Welles, qui est en 37, 38, 39, j'ai oublié, avant la guerre 39-45. Il sera l'auteur d'une émission radio qui va s'appeler La guerre des mondes. Enfin, qui était très jeune. Ce qui montre que c'est un surdoué. Il a excellé très jeune. Et bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, elle est mise en place, elle est annoncée à Hollywood, notamment avec les 39 marches en 1936 d'Hitchcock,
qui annonce clairement, par son titre, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a le dictateur avec Charlie Chaplin, qui est le cousin, c'est le cousin d'Hitler. Donc Hitler, c'est un nom qui est déformé de Hiller. Il y a son neveu, qui est un réalisateur Hollywood, qui est Arthur Hiller. Donc Hitler, c'est clairement un agent. Alors bien sûr, il a été assassiné le 20 juillet 1944. Ensuite, ce qu'on a placé un sosie à sa place, on a camouflé sa mort. Et notamment, on a fait courir l'idée en août, ce qui sera le thème du film Paris brûle-t-il, donc qui est aussi un film visionnaire. En août 1944, on va faire courir l'idée que Hitler a décidé de détruire Paris alors qu'il est mort. Et tout ça, c'est dans la perspective de ce qui est prévu depuis très longtemps, qui est notamment l'incendie de Notre-Dame. Avec le film Paris brûle, pardon, Notre-Dame brûle, il y avait la question Paris brûle-t-il avec Jean-Jacques Hano, on a la réponse Notre-Dame brûle, et éventuellement également avec la destruction de la Tour Eiffel. Voilà pour ce qui est de Paris brûle-t-il. Donc pour des raisons de temps, nous allons passer sous silence plusieurs étapes de cette mise en place de la fin de la Ve République, qui sera déclenchée probablement par un attentat, un big attentat de type 11 septembre, qui symboliquement, éventuellement, sera concrétisé par la destruction de la Tour Eiffel, et duquel va s'en suivre la chute de la Ve République, qui va emporter Macron et qui va mettre en avant MMA, Marion Maréchal Hawk, que j'ai baptisé MMA, dont le père, Roger Hawk, est un espion israélien. Donc ce n'est pas une idée farfelue complotiste, c'est très facile à vérifier, c'est un secret de polichinelle. Et donc tout son discours autour de la défense des valeurs françaises et du christianisme et autres, bien sûr c'est du pipeau. Elle est un agent, une propagandiste, tout comme Zemmour, donc avec lui c'est plus évident. D'ailleurs on voit avec Zemmour les mêmes symptômes qui étaient caractéristiques aux tribus juives qui ornaient Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont été dénoncés par le Coran. Donc deux caractéristiques: il sème la zizanie entre les parties en présence, c'est le rôle de Zemmour, et il vante les vertus judéo-chrétiennes pour une alliance judéo-chrétienne, ce qui est purement factice, en disant que la chrétienté elle est supérieure à l'islam. C'est exactement le propos que les contrepains hébreux tenaient lorsqu'ils se rassemblaient avec les païens mécois, en disant que votre religion elle est supérieure à celle du prophète à Médine, tout en sachant qu'eux-mêmes ils sont les détenteurs d'un livre que le prophète est annoncé dans la Bible, et qu'ils eux-mêmes ils exècrent, peut-être que je me suis mal exprimé, les païens, donc qui n'ont pas de livre, qui sont arriérés, qui sont illettrés, mais malgré tout, il leur disait, et c'est exactement ce que fait Zemmour actuellement: votre religion est supérieure à celle du prophète. Parenthèse fermée. Donc, nous allons passer plusieurs étapes. On va passer SOS Racisme, l'avènement du rap avec Julien Dray. On va passer la première histoire du hijab, du foulard en 89 sous Fabius. Et donc nous arrivons à la chute du mur de Berlin et à la dislocation de l'ancienne URSS et la mise à jour d'une vieille thèse qui avait été développée notamment
par Orson Welles, La guerre des mondes. En fait, ici, il y a un double objectif. Le premier objectif, c'est veiller à ce que s'affrontent tous les ennemis d'Israël. À travers une guerre mondiale, c'est ce qui s'est passé en 1939-1945. Donc les Avengers, l'élément juif se vengent contre l'humanité. Et cela a une autre dimension qui est la destruction d'un des derniers remparts contre l'avènement du troisième temple, et qui est le patriarcat. Et pour détruire le patriarcat, bien sûr, on a recours à plusieurs outils, plusieurs techniques d'ingénierie sociale, et notamment avec la vulgarisation du métissage, avec l'immigration massive en direction de l'Occident, et pas uniquement de la France, avec bien sûr le féminisme et ses pendants, c'est-à-dire et ses avatars, que sont l'homosexualité et le transgenre. Tous ces éléments-là vont contribuer à détruire le patriarcat. Et il reste deux bastions résiduels du patriarcat, que sont ce qu'on appelle actuellement les identitaires, anciennement représentés par l'extrême droite et Jean-Marie Le Pen, et ce qu'on appelle les mouvements islamistes radicaux, en laissant penser que les musulmans ne sont pas concernés puisque progressistes. Et donc, c'est avant le 2035, donc le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, à l'initiative de la Chine, Gog et Magog, qui vont attaquer probablement la marine américaine dans le Pacifique. Donc ce sera le nouveau Pearl Harbor, donc à la faveur d'Halloween, le 31 octobre 2035. Et donc pour discréditer ces deux pendants du patriarcat, donc pour ce qui est du côté des musulmans, ça va être très simple, avec une série d'attentats, commencé par le 11 septembre, et ça a commencé plus tôt, on y reviendra peut-être, par le 11 septembre, ensuite par Charlie Hebdo, ensuite avec le 13 novembre, et là le prochain attentat qui commence à pointer son nez. Et pour ce qui est de l'autre versant du patriarcat que sont les identitaires, eh bien il sera discrédité par une tentative avortée de coup d'État en France, qui va soit sera la suite, ou soit va déclencher une guerre civile. En tout cas, c'est ce que prophétise Hollywood. Et il est possible que certains éléments nous ont échappé. Mais en tout cas, on assistera soit à ce scénario, soit à un scénario proche. Et donc, parmi ces étapes, avec la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS, il y a le retour de l'ancienne thèse, qui, comme je disais, qui a été développée par Orson Welles et tous les films d'envahisseurs, avec les séries, les envahisseurs David Vincent. Donc les envahisseurs sont de retour, le film en 83, le sketch parodique des inconnus. Donc les inconnus qui sont des grands propagandistes. Il y a les propagandistes de gauche, les inconnus, les propagandistes de droite, les nuls. Et paradoxalement, les propagandistes de gauche, donc les gauchistes, entre guillemets, puisque le gauchisme, c'est un mouvement général dans lequel entre la droite et la gauche, sans distinction. Et paradoxalement, les propagandistes de gauche, les inconnus, sont plus pudiques que les propagandistes de droite, les nuls, qui ont une panoplie dans leur vocabulaire qui est extrêmement acerbe et grossier et malpoli et vulgaire. Donc ici, il y a un paradoxe à constater. Et pour l'anecdote, dans l'un des sketchs des inconnus, puis ça se passe à l'école, il y a sur le tableau la date du vendredi 22 mars.
Bon, on va expliquer plus tard à quoi renvoie ce 22 mars. Le fait est que l'attentat dans de- dans- en Russie, eh bien, il a lieu un vendredi 22 mars 2024. Parenthèse fermée. Ce choc des civilisations, il arrive à point nommé en 1992, avec l'avènement de deux livres. Le premier, c'est La fin de l'histoire et l'éternel homme de Francis Fukuyama, qui a été écrit en 1992. Francis Fukuyama, il n'est pas un visionnaire, pas plus que Jean Raspail. C'est un propagandiste. Il est en train de mettre en place ici le 11 septembre. Et le deuxième livre, Le choc des civilisations de Samuel Edenton, qui sera publié en 1996. Ici, intéressant, puisqu'en 1994, on a droit aux premiers attentats suicides en Israël. Et donc, ce qui va déboucher sur le mur, où en tout cas l'idée va être développée dès 1996 avec un mur de séparation. Bien sûr, ce mur de séparation, il a été décidé depuis très longtemps, notamment dans le film New York 99 de John Carpenter, dans The Wall aussi. Il y a même un film turc sur les prisons turques qui s'appelle Le Mur. Et donc le mur de séparation a été décidé depuis très longtemps. Alors, lorsque l'on met en place le choc des civilisations, eh bien, on fait une pierre plusieurs coups. Euh, on met à mal le patriarcat, on prépare le 11 septembre, l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan, la marginalisation de Gaza, la diabolisation des Gazaouites, qui sont diabolisés dans le film qui sort en 96. Dans lesquels ils incarnent la lie de la société, de la lie de l'humanité, non pas de la société, la lie de l'humanité, dans la suite de New York 99, avec Kurt Russell, qui est, il me semble, c'est 2013, Los Angeles 2013. Donc ici, on fait une pierre de coups. On fait une pierre plusieurs coups. Et bien entendu, cette thèse, elle a été soutenue par Bernard Lewis. Bernard Lewis, c'est un propagandiste. Que dit Bernard Lewis? Il dit que la chute du mur de Berlin et la chute de l'URSS, eh bien, ils vont, entre guillemets, unifier l'Occident et ils vont qui va assister à l'émergence d'un nouvel ennemi commun qu'est l'islam et l'islamisme. On va passer du péril rouge au péril vert, en sachant que, bien sûr, il y a le péril jaune qui reste en sommeil en attendant son heure. Et là, bien sûr, cette thèse est une thèse qui est purement propagandiste. On a vu que la diabolisation de l'islam avait commencé depuis très longtemps. Et malheureusement, cette thèse, elle est reprise par Cher Aslan, puisque les propagandistes, ils prévoient bien entendu, où ils distillent des morceaux d'os aux complotistes. Et en l'occurrence ici, ils ont distillé cette thèse, qui est très attrayante, notamment pour les islamistes, en particulier pour les djihadistes, et qui a été reprise par le Cher Aslan. Et ici, nous assistons à un paradoxe énorme. On nous dit que il ne faut pas prendre le savoir de prédicateurs douteux, non crédibles. Donc, il donne l'exemple de Hassan Halabi, dont je serais, selon leurs termes, entre guillemets, un suiveur. Et donc, ici, nous parlons de littéralement rigoristes, alors que eux-mêmes, ils se vantent, en pensant avoir décroché la Lune, ils se vantent que l'une de leurs références, il utilise Bernard Lewis, qui est un propagandiste askénaze, qui, 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 euh, qui obéit à la lettre aux instructions qui lui sont soumises. Donc il donne des crédits à Bernard Lewis et
sous prétexte que ce discours, eh bien, éventuellement, il serait populiste ou il serait euh, rassembleur ou en tout cas, il interpellerait les musulmans en vue de les réveiller. Et le fait est que, malheureusement, même s'il y a une part de vérité, sauf que une demi-vérité est pire qu'un véritable mensonge. Wallah musta'an, wa alayhi at-tuklan. Ceci étant dit, j'aimerais terminer ma démonstration, ma modeste démonstration sur deux remarques. La première, c'est qu'en 1977, il y a un film qui sort qui s'appelle Un espion de trop, avec Charles Bronson. Donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est il met en avant les méthodes de MK Ultra de contrôle des consciences, notamment lors d'une opération sous faux drapeau. On l'a vu avec l'assassinat de Bob Kennedy, donc comme par hasard par un Palestinien. Et d'ailleurs, ce film, il, est choisi les vers d'un auteur, donc là, je ne vais pas vérifier le nom de l'auteur, mais ce qui nous arrive dans cet auteur, c'est que c'était un auteur qui était prisé par JFK, et pour rendre hommage à JFK lors d'une cérémonie, on lui a cité des vers de cet auteur. Et le fait est que, je l'ai démontré par le passé, que c'était un de baisers de la mort, comme Kennedy en a reçu souvent, il a reçu beaucoup de baisers de la mort, Kennedy, notamment avec Happy Birthday Mr. President de Marilyn Monroe, qui était un baiser de la mort, qui a annoncé sa mort. Donc la propagande, elle maîtrise l'humour, elle a beaucoup d'humour. Et donc cet auteur, un grand auteur, l'un des plus grands auteurs, la grande référence des poètes anglo-saxons, j'ai oublié le nom mais ça va revenir, et bien dans ce film, il y a ce qu'on appelle le dormant. Donc les dormants. Les dormants, c'est le vocabulaire qui était utilisé à l'époque pour désigner les, euh, les dormants russes qui, euh, qui étaient cachés dans les sociétés occidentaux et qui attendaient leur aurore pour passer à l'action. Alors bien sûr, euh, il y a son équivalent chez ce qu'on appelle les dormants israéliens. Je peux en parler, donc ces points sont évidents, on n'a pas besoin de les développer. Et en vérité, on préparait le vocabulaire qui sera assigné aux musulmans. À partir de 92, les dormants, eh bien, enfin, on va le constater en 2001, les dormants, eh bien, ce sont les musulmans. Eh bien, ils existaient déjà dans ce film de 1977. C'est-à-dire qu'une image subliminale, la propagande, elle fait une pierre plusieurs coups. Et si elle, en l'occurrence, elle désigne la guerre froide, qui est en grande partie la mise en scène, mais elle désigne aussi le futur ennemi que sont les musulmans. Donc ça ébranle la thèse selon laquelle, après 92, eh bien, le choc des civilisations est mis en place, et ainsi de suite. On a montré la fragilité de cette thèse. Et le deuxième point que je voulais évoquer, c'est concernant Alain Soral. Alors je suis un peu circonspect ou perplexe à son propos. Je ne sais pas si c'est un agent ou non, mais l'hypothèse n'est pas farfelue. Son nom est évoqué dans le premier Jason Bourne, un taxi parisien qui dit Monsieur Bonnet, donc c'est un Bonnet, qui fait allusion à William Bonnet, Billy the Kid. Avant son affaire avec Dieudonné, même concernant Dieudonné, je suis un peu perplexe. Il montre des éléments Dieudonné qui ne sont pas sa faveur, qui sont en faveur de la propagande. Donc c'est ce qui me laisse perplexe, mais je peux lourdement me tromper, mais sans me prononcer bien sûr de façon définitive. Et pour ce qui est d'Alain Soral, il est soit très naïf, soit très sournois. Et le plus doux des deux est déjà très amer. C'est-à-dire qu'il fait miroiter à ses ouailles que il n'y a pas si longtemps, la France, elle, elle,
elle se vantait de sa grandeur, il en donne des exemples qui sont le symbole du patriarcat, de la grandeur de la France. Alors il y a Jean Gabin qui pourtant, avant 1939, il a annoncé la Deuxième Guerre mondiale dans ses films. C'est très facile à démontrer. Jean Gabin qui se sauve à Hollywood, parce qu'il fait partie des bijoux de famille, il fait partie de la famille, Jean Gabin. Ce n'est pas le petit beauf français qu'on nous dépeint ensuite dans les films. Aussi parmi les, euh, les, euh, les, euh, les leurres auxquels s'accrochent consciemment ou non, ou oui, est-ce que consciemment ou non, dans le sens où est-ce qu'il a conscience que c'est un leurre ou non. Soral, c'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas le symbole du patriarcat. Jean-Marie Le Pen, on l'a vu, il fricote avec les dominants, avec les puissants. Est-ce que lui-même, il fait partie d'une ancienne famille? Je n'en sais rien, c'est possible. Parce que là, actuellement, ils sont en train de mettre en place, et on pourrait y consacrer une vidéo, ils sont en train de mettre en place l'avènement de sa nièce, pardon, de sa petite fille, de sa filleule, Marion Maréchal. Et son image subliminale à Hollywood, elle a débuté depuis très longtemps, au minimum depuis la fin des années 90, mais c'est possible bien avant, notamment avec le film, donc ça c'est début, 2000, début des années 2000, à l'aube du 6e jour. Donc il y a plusieurs sosies au sein des actrices. Elle jouit de la présence de plusieurs sosies dans les films, je l'ai montré à plusieurs reprises. Il y a aussi notamment l'image subliminale de Jeanne d'Arc. Donc on prépare son avènement. Est-ce que ça signifie qu'il provient d'une famille ancienne, d'une grande lignée européenne? C'est possible, mais je n'en sais rien. Voilà. Et donc, Soral s'accroche au Lord Le Pen, qui serait l'un symbole du patriarcat, alors qu'il fréquentait avec la haute, notamment dans les milieux parisiens que fréquentait Le Pen. Et d'ailleurs, les catholiques français le constatent eux-mêmes. Donc ce n'est pas un propos intéressé de ma part de faire ce constat. Il fréquente avec les milieux parisiens, dans les milieux homosexuels, et même pédophiles, notamment avec l'un d'entre eux qui est, il me semble, un séfarade, un Askénaz, j'ai plus longtemps, il me semble que c'est un séfarade, et que Sera le défend, il lui accorde des circonstances atténuantes de ses penchants pédophiles. Alors, il va y avoir des musulmans, notamment des salafis, qui vont donner raison à Soral en prétextant que le prophète s'est marié avec Aïcha, mais le contexte il est complètement différent, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas le refaire ici. Donc voilà, Soral ici il défend un pédophile, il défend Le Pen, et au nom de la préservation du patriarcat, c'est au minimum c'est confus et paradoxal. Et ensuite, donc, il est parmi les leurs auxquels s'accrochent les Soraliens, s'il y a Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, il a été ramené en France dans les valises de Churchill. Churchill qui fait partie de la famille. Et la première initiative qu'a pris Charles de Gaulle, c'est de privatiser. Donc il a emboîté le pas à l'Angleterre, c'est de privatiser la Banque de France. Alors certes, de Gaulle, c'est parmi les étapes de la déconstruction et de la mise à mort du patriarcat. Il y a des discussions de Gaulle, donc il y a 1968, je ne vais pas en parler, il y a Woodstock, je ne vais pas en parler. Donc, ce sont des étapes de la déconstruction du patriarcat. Il a mis à pied de Gaulle. Après la mort de Gaulle, il y a eu une blague de trop, ce qui a formé Charlie Hebdo. Je vais en parler, mais je vais en parler plus tard. Et le successeur de Gaulle, qui est également, je dis bien également, un agent de Rothschild, et qui sera Pompidou. Et Pompidou, il va organiser le braquage de l'or français avec la loi Pompidou-Giscard. Et ce qui est intéressant, c'est, il me semble que c'est Giscard, hein, parce que j'ai parfois des trous de mémoire, enfin parfois même souvent. Et ce film, et
et ce braquage de l'or français, il a été annoncé, il a été prédit par un film, c'est De l'or pour les braves avec Clint Eastwood en 1970. Donc voilà pour cette seconde parenthèse. Et notre prochain propos traitera, après ces trois introductions et enfin une présentation générale, il traitera de Ibn Taymiyyah à Hollywood, Wallah al-Musta'an wa alayhi at-Tuklan. J'ai oublié à propos de Soral deux éléments qui éventuellement pourraient constituer facteurs aggravants. Le premier sont ces éloges récurrentes de Donald Trump, qui serait un fervent défenseur du patriarcat, alors qu'il est tout le contraire. Je l'ai démontré à maintes reprises. Et d'ailleurs, je décrypte régulièrement ces tweets, ces mises en scène sur Twitter qui sont extrêmement éloquentes lorsqu'on a des outils pour les décrypter et qui sont tout le contraire de ce que lui attribue une certaine dissidence. Donald Trump est un Tudor descendant de Dracula et sa femme est probablement une Romanov descendante de Dracula également. Cela fait très longtemps que Hollywood met en avant l'image subliminale ou incruste l'image subliminale de Donald Trump dans les films, peut-être dès sa naissance ou en tout cas dès les années 50. J'en ai montré plusieurs exemples sur Twitter. Et, euh, et Soral fait également l'éloge de son homologue, et c'est le second point que je voulais évoquer, Vladimir Poutine, qui est également un descendant de Dracula via Romanov. Sa bio nous dit que son père était cuisinier chez Nicolas II, chez l'empereur Romanov. Alors si on lit entre lignes, ça veut dire que lui-même était un Romanov. D'ailleurs, on vient de lui consacrer un biopic avec pour rôle principal, dans le rôle de Vlad, Jude Law, qui est né le 26 décembre. Donc c'est une date très éloquente, mais je ne veux pas trop alourdir mon propos. En tout cas, elle est liée avec... elle est liée peut-être avec la date du prochain attentat qui éventuellement visera la Tour Eiffel. Je ne vais pas trop développer ce point. Et donc, ces, euh, ces deux des héritiers de Dracula qui symbolisent l'alliance romano-tudor qui se sont érigés la mission de rétablir le temple de Salomon, eh bien, Soral, au nom d'une certaine nostalgie, au nom de, de sa lutte contre, entre guillemets, la juiverie internationale, au nom de la conservation du patriarcat, eh bien, il fait l'éloge de ces deux personnages ou personnalités qui sont tout le contraire de ce que lui attribue Alain Soral. Donc, ce qui fait de lui quelqu'un d'extrêmement naïf ou comme on l'a supposé, extrêmement sournois. Mais personnellement, je n'ai pas la réponse.